15 décembre 2020, où en est l'action de l'intersyndicale? Alors, il faut qu'on réponde à cette question. Qui s'y colle? Allez, honneur aux dames, Marie-Jo. Eh bien, depuis la mi-décembre, on a avancé sur quelques échanges, mais pas sur les réponses, on va dire. Oui. Hein, puisqu'on a eu deux rencontres en visio avec Monsieur Burkel, le vice-président, qui est en charge les personnels, les instances paritaires, mais ça n'a pas abouti à des réponses concrètes par rapport aux questionnements et tout particulièrement sur les questions d'emploi et de régime indemnitaire. D'accord. Donc voilà. Oui, Jacques. Ben, que dire de plus donc on a eu ces deux rencontres avec Monsieur Burkel qui représentait le président puisque Monsieur Jean Rotner ne veut pas nous rencontrer. Depuis la mi-décembre, bon, il y a eu un CHSCT que nous avons boycotté et Dieu sait que voilà, c'est jamais évident de boycotter un CHSCT, mais quand on regarde on a tous lu les PV de ce CHSCT, c'était assez vide et toujours fait à la hussarde, c'est-à-dire que ces CHSCT, on les programme tard et on le fait vite et il y avait rien dedans. Donc les deux rencontres avec Burkel, effectivement, il n'en est rien ressorti. Oui. Hein, ça c'est évident, ils ont rien lâché. Les revendications, j'ai la feuille devant moi qui avait été envoyée à M. Rotner, et c'était la mise en place d'un dialogue social partagé et respectueux du personnel, la mise en place d'un observatoire de l'emploi et le régime indemnitaire. Et comme réponse, donc on n'a rien eu de concret. Hein, et bon, maintenant je pense que vous le savez tous, on a lancé aussi des pétitions. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le développer par la suite. Ben, voilà à peu près tout. De là, c'est greffé des vacances scolaires. Donc aujourd'hui, on n'a pas avancé beaucoup, mais on va parler de cette fameuse journée du 22, hein, qui était une de nos premières actions concrètes. On va voir ce que ça va donner. Pour ajouter au constat, c'est que l'employeur continue ses réunions, ses groupes de travail, avec les syndicats qui souhaitent continuer à siéger dans la période et maintient les instances paritaires. D'ailleurs, dans les jours à venir, on a encore des instances communication assez importantes pour les agences, et notamment les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires. Et là aussi, c'est pas ragoûtant, en tout cas pour la suite des opérations pour les remontées de carrière des agents. Voilà, on rajoutera ça donc à nos commentaires. Alors, on va regarder peut-être la deuxième question qui nous est proposée. Pouvez-vous reformuler les revendications portées donc depuis le début de l'intersyndicale? Alors là, on va tourner. Jacques, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'on porte comme revendication? Et puis, je vois que Marie-Jo est intéressée aussi pour répondre à la question. Ben, les revendications, c'est ce qu'on a présenté à M. Burkel donc dans les deux rendez-vous qu'on a eu. On en a eu un le 12 janvier et un le 3 février. Hein, et la première, c'était la mise en place d'un dialogue social partagé et respectueux du personnel. Hein, c'est vrai que je crois qu'on l'avait déjà évoqué lors de la dernière rencontre, la dernière visio qu'on avait fait tous ensemble. Là, on avait remarqué que bien avant le Covid, je veux dire, les groupes de travail qui étaient sanctuarisés les mardis ne donnaient plus rien. Je veux dire, c'était des chambres d'enregistrement où il n'y avait plus d'espace de négociation avec les représentants des personnels que nous sommes, quoi. Donc ça, c'était un dialogue social, voilà, pas comme, je vais utiliser une expression de monsieur le Président. Hein, le dialogue, il n'est pas uniquement descendant. Hein, je veux dire, c'est M. Rotner, il arrive, il dit c'est comme ça, point à la ligne, il veut rien négocier, il veut rien discuter. Et ça, on peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas accepter. Certains l'acceptent. Apparemment, pour certains, ça les dérange pas. Mais en tout cas, pour les trois, et je peux parler, je pense, au nom de la CGT de la PSU, il est hors de question. Je vois pas la fonction qu'on a, nous, et force ouvrière. Je veux dire, c'est vraiment de représenter tous les personnels. J'ai dit bien tous les personnels, dans l'intérêt de tous les personnels. Et voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était la mise en place d'un observatoire de l'emploi. Hein, donc, comme je pense que tous les agents du lycée et nos collègues du siège, pour les agents du lycée, le fameux PQ
SVM, ce plan de qualité, service et valorisation des métiers, hein, on a vu qu'il a été mis en application par la direction des lycées et donc par le président à cette rentrée scolaire en pleine crise de pandémie et de Covid. Donc ça, il faut arrêter ce PQSVM et je pense qu'on va encore le développer par la suite parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec énormément d'agents en éloignement, en maladie et on se retrouve avec énormément de CDD sur le terrain et je pense que c'est pas un scoop aujourd'hui les conditions de travail et depuis cette rentrée scolaire on n'avait jamais vu ça au sein des collectivités, les ex-collectivités avant cette fusion. Et après il y a le régime indemnitaire et j'insiste énormément sur l'ordre de ce que je présente. Les conditions de travail, c'était vraiment le déclencheur de notre intersyndicale parce que c'était insupportable de voir nos collègues dans les lycées. C'est le régime militaire, c'est le fameux RIFSEP hein, qui devrait à aujourd'hui être appliqué si on respectait l'engagement du président et de la délibération de décembre 2017 à tous les agents des lycées, à tous les ATE, pas uniquement aux encadrants, aux CEMIL, aux TRM, aux EMOP. Hein. Donc le président, je ne crois pas me tromper, c'était un comité technique le 12 mai 2020 où il a consulté personne, il n'en a parlé à personne. Dieu sait qu'on aurait pu en discuter. Hein. Il a dit ça sera comme ça, le RIFSEP ne sera pas appliqué aux agents des lycées, hein, le CNAS à l'époque je vous l'enlève, les CAP, voilà, toutes ces choses-là. Quoi. Donc les trois grosses thématiques. Après, et je pense que Pascal en parlera également, plein de choses se sont greffées. On aurait pu parler de la loi de la transformation de la fonction publique, c'est un peu comme la loi travail, je veux dire, ça va être la mort du statut qui nous protège encore à aujourd'hui. Alors je vais me mettre une petite phrase et je terminerai là, je laisserai Marie-Jo après pour la suite. Je me rappelle les groupes de travail qu'on avait, et quand on avait des phases de négociation, et je me rappelle celle sur le règlement du temps de travail, où on avait le directeur général des services, M. Pernaut, il ne faut pas le nommer, la loi, rien que la loi, sauf qu'aujourd'hui, les donneurs de leçons, ils ne l'appliquent pas la loi. Je veux dire, ils sont complètement à côté, ils font ce qu'ils veulent, et ça, c'est inacceptable pour nous, je pense. Merci Jacques. Marie-Jo. Oui, bah, disons que bon, il y a plusieurs problématiques quand même. Déjà en termes de dialogue social, on a voulu nous imposer un addendum des droits syndicaux, ce que nous avons refusé, hein, alors qu'il est aucun de nos trois syndicats n'a adhéré à cet addendum. Néanmoins, il l'applique au motif que les trois autres organisations l'ont accepté. Cet addendum, il dit bien qu'on n'a pas le droit d'informer les personnels des informations que l'on peut avoir à travers les différentes réunions de travail auprès de la collectivité. Donc ça, c'était déjà une première chose qui muselle quand même les représentants des personnels. Ensuite, sur les emplois, effectivement, alors la mise en œuvre de surcroît du PQSVM en septembre 2020, en pleine pandémie, alors que c'était la catastrophe un petit peu partout et les collègues encore aujourd'hui vivent cette difficulté quotidienne au travail sans aucune reconnaissance. Il faut quand même dire que nous, les collègues, c'est quand même des gens qui sont tous les jours au charbon et ils n'ont aucune reconnaissance alors qu'ils baignent dans la Covid au quotidien, dans les couloirs, à la restauration, etc., etc. Donc ça, on n'en tient pas compte. Les personnels travaillent à flux tendu. On nous renvoie vers le bilan social pour nous dire on peut faire un point des effectifs, il n'y a pas de baisse d'effectifs, etc. Il y a bien une baisse d'effectifs. D'ailleurs, il y a un sénateur vosgien qui, sur les médias, a bien dit que le président du conseil régional était courageux de supprimer des emplois. Donc, comme quoi, la vérité, c'est même pas nous qui la disons, c'est les politiques eux-mêmes qui nous l'annoncent. Il suffit d'écouter la télé. Donc, on ne peut pas être d'accord avec ces suppressions d'emplois et on veut vraiment discuter sur tous ces sujets. On ne peut pas se contenter de se mettre derrière un tableau Excel et de supprimer des emplois en faisant des quotas et des ratios généraux sur les établissements. C'est la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe et les collègues le vivent au quotidien. Ensuite, sur le RIFSEP, pour les ATE, le décret est sorti le 27 février 2020. Le règlement d'attribution du RIFSEP prévoit qu'au lendemain de la sortie du décret déplafonnant le RIFSEP pour les agents,
la collectivité mettait les représentants des personnes autour de la table et on discutait du sujet. Ça n'a pas été discuté. Alors, au nom du Covid, mais enfin, on nous fait tout au nom du Covid. On nous enlève, on nous donne, on nous reprend, mais tout se fait au nom du Covid. Le Covid a un bon dos, mais il peut pas un certain nombre de choses étaient déjà mises en place avant le Covid. Hein. Le PQSVM, c'était avant le Covid. On ne parlait pas de Covid le PQSVM, quand la collectivité a imposé, on peut dire, le PQSVM. Donc voilà. Ensuite, la loi de transformation de la fonction publique, avec tous ces dangers dans le domaine paritaire. D'ailleurs, si vous regardez vos boîtes mail du moment, la collectivité elle-même fait une info peu encourageante sur l'avenir de la fonction publique en utilisant cette loi de transformation de la fonction publique. Donc il faut s'emparer de tous ces dossiers, il faut s'emparer de tous ces sujets et aller se battre pour ne pas perdre. On ne peut pas tout perdre. Oui, alors, pour ma part, je vous ai entendu tous les deux. Je vais dire que j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est pour reprendre un peu tout ce qu'on a évoqué depuis un petit moment, mais encore ce matin, quand on a retravaillé ensemble en intersyndicale, sur le dialogue social, effectivement, moi j'ajouterais, mais je ne fais que confirmer ce que vous dites, c'est que on peut pas nous imposer de ne pas évoquer les choses auprès des agents quand on entend des choses, comment dire, quand on nous annonce des dispositifs qui dégradent les conditions de travail des agents. Donc c'est déjà une première chose. Après, sur les emplois, ce que j'ai tendance à dire, tu l'as très bien dit, Jacques, c'est que on revendique un observatoire de l'emploi. Mais pourquoi on revendique avant tout un observatoire de l'emploi? Parce qu'on détecte la suppression d'emplois, et en face, on a un employeur qui nous dit qu'il n'en supprime pas. Ouais. Donc on n'est pas si vindicatif que ça, c'est qu'on veut déjà qu'il nous démontre par A plus B qu'il ne supprime pas d'emplois. Voilà. Sur le régime indemnitaire, bien évidemment, ce que je rajouterais, parce que je sais que vous avez aussi le souci, c'est de convaincre nos collègues, les agents, tous les agents, qu'aujourd'hui, sur le régime indemnitaire, il y a matière à dire, principalement sur les agents des lycées, avec le RIFSEP, qui n'est pas appliqué tel que les engagements ont été pris en 2018. Également. Et puis également pour les administratifs, au moins sur le bilan de revoyure, ou je sais pas comment on appelle ça, La clause de revoyure. Voilà, la clause de revoyure, merci, qui permet de revoir un peu les injustices qu'il peut y avoir. Alors autant sur le fond, le résultat vis-à-vis des agents, mais aussi sur la possibilité de recours, parce que sur la possibilité de recours aujourd'hui, on voit bien que les agents qui portent de recours, à 99%, c'est négatif, et que ça porte que sur l'avis, on va dire, d'une seule personne, c'est non plus au niveau. L'avis dépend essentiellement ou de la DRH ou du directeur général des services, ou voire peut-être même du président. Là, on est incapable de détecter aujourd'hui où le recours s'arrête. Voilà. Mais il y a peut-être une chose qu'on a oubliée, tu faisais bien de me le rappeler d'un clin d'œil, Jacques, c'est que ce qui préoccupe nos organisations syndicales, c'est quand même les conditions de travail, la dégradation croissante, on l'a dit ce matin, on l'a dit tous d'une voix unanime, la dégradation croissante des conditions de travail. Alors moi, pour relancer un petit peu le tour de table sur cette question-là, parce que je pense que c'est important, quand on dit dégradation croissante des conditions de travail, c'est qu'aujourd'hui, on arrive bien à avoir les conséquences de décisions qui sont prises, voilà, mais on a du mal à faire comprendre les causes véritables de ces conséquences. Je ne sais pas si je fais bien comprendre. C'est-à-dire d'un côté, on voit bien un patron qui met en place, comme tu dis, PQSVM. D'ailleurs, PQSVM, c'est des fois pas compréhensible de la part de l'ensemble des agents. Il faut vraiment expliquer pourquoi on a baptisé ça PQSVM. En fin de compte, c'est suppression d'emplois. C'est dit sous un terme positif. Et puis derrière, effectivement, on a des agents qui sont en difficulté. Voilà. Voilà. Donc je pense, on tourne autour du pot depuis un certain moment, mais je pense qu'on a bien finalisé nos revendications. Et vous l'avez dit tous les deux, là, on est dans une période où la société, les décisions du gouvernement, elle va au-delà des revendications qu'on peut porter, parce qu'on voit bien que la loi de transformation de la fonction publique qui a été votée en 2019, aujourd'hui, elle a des conséquences sur tout. C'est-à-dire qu'elle a des conséquences sur le déroulement de carrière. Les jours annoncés, là, on voit bien que maintenant, on va plus avoir mot à dire seulement si notre employeur veut bien remettre des conditions à peu près normales pour discuter du déroulement de carrière des agents. Et on va voir ça là, et on est quasiment sûr que ça ne va pas le faire, mais bon, on va voir un petit peu comment ça va se passer le 18 mars et le 26 mars.
On a, alors là, dans des perspectives plus lointaines, on a la suppression du CHSCT, en tout cas une fusion du CHSCT avec le comité technique. Même si c'est à moyen terme ou à long terme, ça aura des conséquences aussi, parce qu'on aura moins de temps pour travailler sur les dossiers. Parce que, une même personne va devoir travailler à la fois sur des problématiques CHSCT, à la fois sur des problématiques collectives. Et puis, il y a quelque chose qui va nous frapper de plein fouet dans les jours prochains. Alors, on y sera ou on n'y sera pas, en fonction du positionnement de l'administration, mais c'est aussi la limitation du droit de grève pour tous ceux qui travaillent en cantine ou ailleurs. Donc voilà. Alors, Jacques, si tu veux bien, pour qu'on réponde bien à la question qui nous a été posée, si tu veux peut-être encore apporter des compléments, et après, Marie-Jo. Ouais, je vais commencer par nos collègues du siège, Oui. parce que nos collègues du siège, hein, de nombreuses réorganisations, et ça on le sait, et encore de nombreux collègues qui s'interrogent de leur avenir, et on a des services, pardon, de la collectivité qui galèrent, qui sont débordés. Je veux dire, je pense que tous les trois, on connaît très bien le fonctionnement de la collectivité, de ce qui se passe dans les services, etc. Hein, je parlerai des agents dans les lycées. Oui. Mais nos collègues du siège, je vais pas défendre les maisons de la région, les 12 maisons de la région. Je veux dire, je sais très bien que nos collègues des maisons de la région, hein, ils ont des défauts, ça c'est sûr, hein, mais je sais la charge de travail qu'il aurait donné depuis pardon, excusez-moi, depuis nos nombreux mois. Un exemple, quand il y a eu le règlement du temps de travail, je sais que la plupart des maisons de la région ont pris tous les emplois du temps, par exemple des collègues dans les lycées, pour les vérifier s'il n'y avait pas de coquilles, d'erreurs, etc. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que là, pour cette rentrée scolaire là de septembre 2020, ils n'ont pas pu les vérifier. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va retrouver des emplois du temps avec des lignes rouges, des choses comme ça. Il n'y a plus rien qui tient la route. Quoi. Donc, on a des services, des services de la collectivité au niveau du siège qui sont archi débordés, des ordres qui viennent d'Assos, des contre-ordres qui viennent de l'autre côté. C'est un peu, je pense, sincèrement, un peu le foutoir. Décidément, excusez-moi. Non, pour nos collègues du siège, des lycées, et je pense que c'est pas un scoop, je veux dire, quand on voit ce qui s'y passe. Et j'en veux pour preuve, on a une petite dizaine d'agents de services dans différents lycées, que ce soit en Moselle, en Alsace, en Champagne-Ardenne, qui se sont mis en grève. Hein, qui se sont mis en grève. Je pense au lycée Charlemagne, il y a Jarny, je sais qu'il y en a deux en Alsace la semaine dernière. Voilà. Les agents dans les lycées n'en peuvent plus, ne comprennent plus rien. Hein, on sait tous que les fiches de poste ne sont plus respectées. On a énormément de collègues qui sont en éloignement parce qu'ils sont sujets à risque, des collègues en maladie. On a énormément de CDD, de personnes qui arrivent, qui partent. Et je prends un exemple sur un lycée sur Nancy. J'aime bien donner des exemples parce que ça parle. Si je prends le lycée Jeanne d'Arc sur Nancy, sur 14 agents de service général et de maintenance, ils se sont retrouvés pendant pratiquement 7 jours, 3 collègues. Alors, il faudra qu'on m'explique comment mettre en application le protocole sanitaire dans un établissement pendant 7 jours quand vous n'avez que 3 agents. Hein, c'est impossible. Donc moi, je considère même que les élèves, les agents, les personnels administratifs étaient en danger. Hein, on nous parle souvent des professeurs face aux élèves. On entend souvent parler des cantines parce que c'est quand même un lieu bien particulier dans les établissements scolaires. Mais comme ils ont mis le PQSVM aussi en place, on manque d'effectifs, on a des agents en maladie, on court dans tous les sens et on leur dit mais si il faut un esprit de solidarité, il faut que vous fassiez là sur Jarny, les agents de maintenance devraient faire le service nettoyage, etc. Voilà, mais ça ce sont que les résultats de ce PQSVM qui a été mis en application à cette rentrée scolaire. Moi, une des causes, parce que le PQSVM ne parle pas que de dotation, hein, il y a les TRM, les EMOP, etc., les CEMIL. Donc, je pense que les collègues, et là on le ressent nouveau, et pourtant on vient à peine de reprendre après les vacances scolaires de février, j'ai pas mal d'appels, les agents ne comprennent plus rien au fonctionnement de la collectivité et des bahuts. Alors les chefs d'établissement qui reçoivent les ordres de l'éducation nationale, de l'académie, ou de la DRAC, c'est un foutoir comme on n'a jamais vu. Alors moi, je veux dire, j'ai critiqué. Critiquer, c'est facile, c'est donné à tout le monde. C'est
c'est pas ça. Moi, je pense, en tout cas pour EFO et pour l'intersyndicale, nous, c'est de nous retrouver à la table et d'en discuter. Hein, et pas comme ils ont fait, rappelle-toi Pascal, rappelle-toi Marie-Jo, point 2, à chaque fois que c'était CHSCT, comité éthique, c'était point 2 pour information, et bing, je vous balance des trucs comme ça. Alors je sais que c'était pas évident avec la politique du gouvernement qui le jeudi soir vous annonce un truc le vendredi pour le lundi, etc. quoi. Mais un minimum on en discute avec les représentants du personnel. Ils savent qu'on est disponible, hein, on compte pas nos heures, etc. Mais pas nous mettre comme ça quoi. C'est nous qui maîtrisons le terrain. C'est pas les services de l'ARH, etc. C'est nous qui maîtrisons le terrain et les collègues. Parce que je vous rappelle quand même que sur la catégorie C, à nous trois, on représente plus de 70% des agents de la collectivité. Hein. Plus de 70%. Hein. Voilà. Et là, moi j'ai encore eu une collègue tout à l'heure au téléphone. Elle était en larmes. Et je me retrouve des fois impuissant et je vais appeler, je me sens obligé. Elle me dit non, n'appelle pas parce que je vais avoir des soucis, etc. Mais j'ai peur qu'elle fasse une bêtise, quoi. Qu'est-ce que je fais? Castelli Jacques, secrétaire général du syndicat de la force ouvrière, j'ai pas été formé à ça, quoi. Moi, les gens en larmes, et si là maintenant, cet après-midi, si elle prend sa voiture, ce qu'elle a déjà fait une fois, hein, petite parenthèse, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais alerter le service, voilà. Mais j'en ai de plus en plus comme ça. Ils comprennent plus, démotivés, des encadrants. Hein, parce que les encadrants, j'ai un encadrant en tête, etc. On leur demande aussi énormément, hein, il faut pas croire, hein, et ils sont aussi entre le marteau et l'enclume, entre l'administration, les maisons de la région, les agents. Débrouillez-vous, vous manquez de personnel, il faut faire. On est dans une période, oui, on est une période compliquée, elle est compliquée pour tout le monde. Sauf qu'on ne parle pas assez des agents des lycées. Alors, nous, j'ai une expression et je pense qu'elle va très bien, et je terminerai avec ça. Sont devenus, mais elle est forte, hein, je veux dire, c'est de la chair à canon, quoi. Mais je l'assume, quoi. Et là, c'est là que j'en veux énormément à les collectivités. Le président, je crois qu'en ce moment, il a autre chose à penser. Hein. On est dans une période un peu, voilà. Ça, c'est pas mon problème. Hein, c'est pas mon problème. On l'a pas forcé à être à cette place-là. Hein, donc, il assume en tant que patron. C'est bien beau de faire les plateaux de télé, etc. En attendant, sur le terrain, sur les agents qui bossent et qui galèrent et qui sont pas en première ligne, mais pratiquement. Alors, tu as peut-être un petit peu anticipé, parce qu'on avait une question qui nous était posée, c'est est-ce que les conditions de travail ont changé pour les agents? Tu es déjà rentré un petit peu dans ce Ouais, sujet, je suis parti parce que j'ai vu la lettre. C'est bien. Marie-Jo, pour revenir à la question précédente et pour... parce que Jacques a fait la transition avec la condition des agents, parce que cette question, est-ce que les conditions de travail ont changé pour les agents? Je pense qu'elle est importante. Disons que les conditions de travail se dégradent, ne cessent de se dégrader. Là où il faut qu'on fasse attention, il ne faut pas non plus que ça serve à la collectivité, parce qu'on a tendance, la collectivité a tendance à s'appuyer sur le fait de la crise sanitaire. Il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, ça commençait déjà à se dégrader. La crise sanitaire est venue accentuer forcément la situation, et comme la collectivité n'a rien anticipé sur la crise sanitaire, donc ils ont appliqué bêtement, hein, leur plan de suppression, de réduction des effectifs. Voilà. Donc effectivement, les personnels, ils le subissent de plein fouet, et de surcroît, comme il manque du monde, puisqu'on a quand même un certain nombre de collègues en fragilité qui sont mis en éloignement, on a aussi une population avec un âge plus avancé, où les collègues sont en service, donc effectivement, ça s'est ressenti encore plus durement. Mais néanmoins, on nous fait toujours des grandes leçons de bienveillance, d'empathie, mais ça manque terriblement, la bienveillance et l'empathie auprès des personnels sur le terrain, et tout particulièrement dans les établissements, puisque dans les établissements, tous les agents sont confrontés quand même, prennent leur petit bain de foule tous les jours quand même. Donc, et ça, personne ne s'en soucie vraiment. Alors par contre, on va dire aux agents, vous n'avez pas le droit de prendre une petite pause café ensemble, hein, surtout éloignez-vous bien les uns des autres, mais personne ne s'inquiète, qu'ils sont dans le jus toute la journée, voilà. Et ça se ressent énormément, puisqu'on sent des tensions dans les établissements, l'esprit d'équipe qui s'effrite, les gens sont assez seuls, les collègues travaillent assez seuls, et ça génère des crispations supplémentaires. Mais quelque part, c'est voulu par la collectivité, parce que encore juste il y a peu,
les agents, on a reçu avec les bulletins de salaire, les petits dessins, hein, où on prend son café à 2 mètres de distance, où on va pas à deux personnes, deux agents ensemble chercher un matériel, etc., etc. On ne communique pas. Donc, en gros, la collectivité encourage les agents à ne plus communiquer et en même temps réduit les effectifs. Mais tous les jours, ils vont prendre leur bain, ils vont tremper dans la cohue des élèves et du public pour les personnels des établissements. Donc c'est très contrariant comme situation et on sent énormément de tension. Les gens sont très fatigués partout où on va parce que, un, il manque du personnel, deux, l'âge étant, ils sont fatigués, ils ont aussi la peur de cette maladie, hein, de cette pandémie. Donc il y a un vécu personnel aussi. Faut tenir en compte la vie personnelle de tout le monde. Donc c'est compliqué. Pour les agents des sièges, c'est pareil. Il y a une forme d'isolement aussi. Le fait de travailler seul, le télétravail, à un moment, ça génère beaucoup d'isolement puisque les personnels du siège sont en télétravail 5 jours sur 5, quasiment. Donc ils peuvent venir travailler en présentiel, je crois, une journée par semaine. Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi un isolement et ça peut générer des souffrances supplémentaires. Donc, les conditions de travail sont loin d'être réunies et on sait très bien que toute cette, comment dire, la réduction des effectifs, parce qu'elle est partout et peut-être plus encore au siège, elle se ressent moins parce que les gens sont en télétravail, ils le voient moins, c'est moins visible. Mais je pense que quand on va revenir à la normale, on va avoir une situation extrêmement difficile à gérer. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut que tout le monde se batte pour pas en arriver là. Parce que sinon, on va avoir la tête sous l'eau pour quelques années, quoi. La volonté politique, elle n'est pas en faveur des personnels actuellement. Et c'est ça notre difficulté. Et on le voit bien quand on voit que le président ne daigne pas recevoir les représentants des personnels, c'est significatif. C'est quelque part un mépris des personnels en général. Et ça, c'est peu acceptable tout de même. Oui, donc je vais rebondir sur ce que disait Marie-Jo. Si je me rappelle bien, donc on a l'annonce de passage aux 1607 heures, c'est-à-dire les jours de congé grappillés par-ci par-là, et de manière assez importante pour les lycées, ça date de 2019. L'annonce du PQSVM, c'est aussi à peu près dans les mêmes eaux, en 2019. On est dans l'anticipation du vote de la loi de la transformation de la fonction publique. Et puis si on regarde un petit peu le cheminement, toute la temporalité, effectivement, à un moment donné, on commence un peu à se poser des questions, et au même moment, il y a la pandémie qui tombe. La pandémie tombe, on est assez surpris, on pense être agréablement surpris parce qu'on a un président qui a de beaux discours vis-à-vis de l'opinion publique, même vis-à-vis de nous, en disant qu'il nous protège. On achète des masques, on se dépêche d'acheter des masques, de commander du gel, etc., de protéger les agents. On les protège, on les éloigne, etc. Mais ça ne dure pas longtemps, ça y est 2 mois après, on nous dit clairement, écoutez, compte tenu des difficultés, on va taper dans les budgets, on va être obligé de taper dans les budgets, donc on va essayer de limiter les budgets relatifs au personnel. Et là, ce qu'on découvre, c'est qu'on continue à appliquer les décisions prises pour réduire les emplois, pour faire un certain nombre de choses, de manière très franche. Donc, j'ai tendance à dire, et on le dit de manière, ce que tu disais, Marie-Jo, et puis moi je le reprends effectivement tranquillement, Jacques aussi, c'est que la Covid, elle a bon dos, c'est-à-dire qu'elle masque les choses, et c'est un bon alibi. Voilà. Et on se retrouve, nous, maintenant, on a pris conscience des choses maintenant depuis la fin 2020, on se retrouve en action depuis le mois de novembre 2020, où on demande péniblement une audience au président qui le refuse. On s'appuie sur les agents pour qu'ils signent des pétitions, pour qu'ils nous appuient pour la demande. Donc ça, on est en plein dedans. Et pour répondre à la question qui nous est posée, est-ce que les conditions de travail ont changé pour les agents? Non, elles n'ont pas changé. Tu l'as très bien dit. C'est que d'un côté, on a des agents qui sont en télétravail, qui sont donc aujourd'hui repliés sur eux-mêmes dans chez eux, donc on n'a pas leur avis, et je pense qu'ils ne voient pas les choses, comme tu l'as dit. Oui. Et puis on est effectivement dans les lycées, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter, les conditions de travail se dégradent de plus en plus. D'où d'ailleurs notre position de ce matin, où on a été chercher les adjectifs qui sont les plus à même de préciser la situation, c'est qu'on est dans une dégradation croissante des conditions de travail à ce jour. Voilà. Alors je regarde la troisième question.
Quelles sont les perspectives d'action pour les agents? Je regarde entre les deux, maintenant c'est Marie-Jo. Marie-Jo. Ben, là, on part sur l'action du 22 mars. Pour, certains ont déjà l'information. Donc, on lance une journée de grève le lundi 22 mars, dans quelques jours, pour aller déposer les pétitions au président et également pour être reçu par le président, parce que c'est vraiment le point essentiel aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important que l'on soit reçu par le président et que l'on puisse échanger avec lui. Le président ne peut pas encore bien longtemps se, se défausser par rapport à l'attente des personnels. Il se doit de répondre. Il est quand même le président de la collectivité. C'est bien, il nous a envoyé la DRH, le directeur du dialogue social, le vice-président, M. Burkel. Mais c'est à lui aussi de venir nous rencontrer. Théoriquement, il ne devrait même pas attendre qu'on lui demande. C'est à lui, à un moment, d'apporter des explications au personnel, parce que les personnels ont besoin de réponses à leurs questions. On ne peut pas rester dans l'absence de réponses. Aujourd'hui, on n'a reçu aucune réponse. On nous reçoit, si on veut, à nos demandes, mais le président donne les consignes. Et les personnes qui nous reçoivent, elles sont bien gentilles, on discute, etc. Mais ces personnes-là n'ont pas la main pour les réponses, tout simplement. Et on le voit bien, les réponses qu'ils nous ont données ne sont pas des réponses aux questions. Et on a besoin de véritables engagements. Et ça, c'est le président qui doit prendre ses engagements par rapport au personnel, parce qu'aujourd'hui, il lui appartient de regagner la confiance des personnels parce qu'il l'a complètement perdue. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça que le 22 mars, on appelle tous les personnels à se mettre en grève et à débrayer sur leur lieu de travail à 11h30, puisqu'on a demandé un rendez-vous à 11h30 où on déposera les pétitions au président, on l'espère, et où on espère pouvoir échanger directement avec lui. Jacques, une action forte le 22 mars. Oui, une action très forte. Et je vais enlever un petit peu le masque pour parler parce que c'est assez pénible. Une première action le 22 mars. Hein, et comme l'a dit Marie-Jo, donc on aura une délégation je pense que je peux développer sur l'action du 22 mars. Hein, on aura une délégation des militants de la FSU, de la CGT et de FO. Voilà, pour aller déposer la pétition et demander et avoir cette audience avec Monsieur le Président. Hein. Et on demande aux collègues des lycées et des sites administratifs c'est compliqué les manifestations aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas d'être 500, 600 à Strasbourg, c'est pas du tout ça le but de la manœuvre. C'est une délégation de militants. Et par contre, là, les collègues ont la possibilité d'envoyer un message très 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 fort au président pour lui dire on en a marre de ce qui se passe actuellement. On a nos représentants du personnel qui sont devant vous, donc par solidarité et pour vous, pour eux, il faut qu'ils soient solidaires. Et ce lundi 22 mars, donc nous on a rendez-vous à 10h30 sur le parvis à l'hôtel de région de Strasbourg. Les collègues dans les lycées, il faut que ce message soit très 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 fort à notre président, se débrayer 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous pouvez même prendre la journée, hein, il y a pas, voilà, vous connaissez le principe de la fonction publique territoriale quand il y a des grèves. Il faut que ce message soit très fort. Et moi je compte énormément parce que si ça bouge pas dans les lycées, si vous continuez à vous plaindre devant les machines à café ou dans les sous-sols des lycées ou des bâtiments, etc., le président va continuer comme ça et ça va, voilà, je veux dire, les conditions vont pas s'améliorer. On a des obligations, on vous le dit assez souvent, hein, on a des droits et le droit de grève, on l'a pas perdu encore aujourd'hui. Et donc le lundi 22 mars, si vraiment vous voulez que ça bouge, et je pense que ça peut bouger, parce que quand on fait du syndicat, en tout cas pour moi, on est toujours optimiste, parce que sinon on n'en ferait pas et on croit toujours à l'action. Il faut qu'on soit syndiqué, pas syndiqué, qu'on soit dans les autres syndicats, je m'en fiche royalement. Il faut qu'on montre ce message. Il faut vraiment se mettre en grève. C'est vraiment hyper important. Et après, on a prévu
et on a un planning sur d'autres actions. Donc, c'est pas d'être 500 à Strasbourg, parce qu'ils vont jongler là-dessus. On se demande que les manifestations aujourd'hui, c'est très compliqué dans la rue, et on a beaucoup de collègues en éloignement. Nous, les consignes, voilà, on aura la distance, on sera une petite cinquantaine, ça sera très bien. Et puis ceux qui veulent nous joindre, les locaux, je pense que ça sera plus facilement les locaux côté Strasbourg. On va pas demander aux collègues de Châlons de venir, etc. Non, mais il faut, le message, il faut qu'il soit fort au président, vraiment fort. Alors, pour notre part, même chose. Je ne vais pas essayer de répéter les mêmes choses, mais effectivement, 10h30, donc rassemblement sur le parvis pour tous ceux qui peuvent venir. Donc, on s'est organisé par délégation, y compris les locaux, donc sur Strasbourg. Une délégation, on a demandé à être reçu auprès du président, à la fois pour qu'il réponde à la question qu'on lui pose déjà depuis 3 mois, c'est de nous rencontrer, et puis à la fois pour lui déposer les signatures. Donc, on est en train d'approcher les 3000 signatures et on essaye de les dépasser. Donc 3000 signatures, ça c'est clair, c'est du précis, c'est dur, ça veut dire qu'il y a 3000 agents qui nous soutiennent. À la question posée, parce qu'on sait Parce que là, je vais me permettre, oui, vas-y. dis quand même que 3000 signatures, je trouve que c'est beaucoup avec les conditions actuelles. Oui, complètement. Les collègues en télétravail, les éloignements, Oui, etc. tu fais très bien de le préciser, parce que c'est quelque chose que je voulais dire, que j'ai totalement oublié. C'est vrai que on a en face de nous un patron qui, le seul argument qu'il a aujourd'hui, c'est de dire qu'on n'est pas suivi par les personnels. Il faut quand même faire part de notre difficulté dans la période, c'est la communication, l'organisation de manifestations. Il ne faut pas occulter la période Covid, les règles qu'on nous demande, je ne vais pas dire qu'ils nous imposent, parce qu'on les respecte, les règles distancielles. D'ailleurs, aujourd'hui, on est quand même à distance, même si on ne porte pas de masque, on fait quand même attention à ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de collègues qui sont en mesure d'éloignement. Il y a des collègues qui se méfient aussi du virus, qui ne sortent pas. On apprend au gré des journées que certains sont sans Covid, d'autres sont cas contact, donc il y a aussi ça qui nous freine. Voilà, donc on prend la mesure des règles de distanciation. Donc symboliquement, la journée d'action qu'on organise le 22, elle n'est pas de mettre 500 personnes devant la porte, c'est de montrer à la fois, en apportant les signatures au président, qu'on est suivi. C'est les pétitions. Voilà, c'est les pétitions. Le message, il est là. Et qu'on est en capacité aussi, quand même, nous, en tant que militants, de s'organiser pour être présents à Strasbourg, même si nous, par exemple, on est de l'approche périphérie de Metz. Voilà. Donc, 22 mars, action forte. On nous pose une dernière question. Alors, vos conclusions, vos attentes. Alors, vos attentes de la part des agents, pour chaque organisation syndicale ou pour l'intersyndicale. Vos attentes de la part des agents, vos attentes de la part de notre employeur, Jean Rotner, et peut-être un peu, parce que c'est pas rajouté, aussi un peu vos attentes de l'opinion publique. Est-ce que par rapport à ça, on peut se positionner? Voilà. Alors, je vous écoute. Ben, moi, je veux bien en parler. Oui. Je vais peut-être pas les prendre dans le même ordre que toi. Oui. Ben, moi, le président d'abord. Oui. J'ai beaucoup de respect pour M. Rotner. Il a un poste à responsabilité. Il est président d'une très 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 grande région et la Covid, cette pandémie, voilà, c'est compliqué à gérer avec le gouvernement et on le voit bien toutes les semaines, que ce soit par les différents ministres concernés ou les 50 000 médecins qu'on voit sur les plateaux de BFM, quoi. Moi, ce que je regrette énormément, c'est la façon dont il n'y a pas de respect de sa part par rapport aux représentants du personnel que nous sommes. Alors certes, tu vas me dire Pascal, mais oui, mais le président nous a dit qu'on a les instances pour négocier, pour discuter, etc. Je pense qu'on a assez de bouteilles tous les trois, qu'on fait du syndicat depuis un petit moment. On sait très bien que les instances paritaires, et je crois que je l'ai dit à un moment sur le CHSCT, où on fait souvent le CHSCT à la Hussarde, à 2h d'après-midi, il faut terminer à 17h. Nous, quand on a un comité technique, et c'est bien qu'on ait un président au comité technique, qui soit présent, mais qui nous quitte. Et voilà, on a 10 ou 12, je crois qu'il y a au moins 12 ou 15 points au prochain CHSCT à traiter en 3 heures. C'est-à-dire, on voit très bien que on travaille pas comme ça. Je veux dire, c'est fait à la hussarde. Il faut les présenter. Voilà. Donc, rencontrer le président, on est des adultes. On n'est pas des enfants. On est des responsables. On sait que c'est compliqué. On peut discuter de tout. On peut négocier tout, etc. Sauf là, on a le manque de respect du président. Donc, moi, j'espère que le président, on le rencontre vraiment, qu'on le rencontre et qu'on parle des problèmes. Et on veut aller dans son on veut discuter avec lui et négocier avec lui. Pour les agents,
Moi, je fais du syndicat depuis pas mal d'années maintenant, quoi. Moi, parce que moi, ce qui me va bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'élection professionnelle pour nous. Donc, c'est pas dire il faut on fait ci, la FSU ou la CGT, on se bagarre. C'est vraiment dans l'intérêt des agents. Et comme je l'ai dit, je le dis souvent, hein, le terrain, je l'ai dit au président, le terrain, c'est nous qui l'avons. C'est pas la collectivité. Nous, on voit, et nous, on connaît le fonctionnement des établissements, on sait ce qui s'y passe. Rien n'est simple avec cette double hiérarchie, avec la pandémie, etc. Je veux dire, mais comment, comment dire, je prends pas un plaisir particulier à être en guerre avec le président ou en guerre avec la collectivité ou d'être en opposition. Moi, je veux, dans l'intérêt des agents, c'est uniquement ça, nos collègues dans les bahuts. Et je pense que aujourd'hui, la chair à canon. Et ça me va pas, quoi. Il y a un manque de respect du président par rapport aux agents. Les discours, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre à aujourd'hui, quoi. Et, et moi, j'y crois. Il y a moyen. Alors après, c'est vrai qu'on est dans une période. Il y a des élections, après on va nous dire ouais vous faites un jeu électoral, machin truc. Non, non, il faut en tout cas on fait pas de politique du tout, du tout, du tout. C'est pas mon souci, ils ont leurs problèmes. Il faut que ça cesse et on l'avait écrit et faut nous dans un tract. Je pense que le président est quand même un bon petit élève de la politique du gouvernement et bien avant la Covid. Hein. Ça c'est sûr et tu l'as dit Pascal, toi aussi. Hein, il fait PQSVM et c'est suppression de postes. Alors, ce qui est impressionnant, et je terminerai aussi par ça, c'est que quand on rencontre M. Burkel, hein, alors c'est des chiffres que la collectivité nous a donnés, hein, et on n'a pas fait d'études, mais il n'y a pas besoin d'en faire, quoi. On voit bien qu'on sort en 1000 équivalents temps plein des lycées. Allez, j'arrondis, hein, il y en a 500 qui vont vers les EMOP, les TRM, et il y en a 500, ils vont où? Ben, ils disparaissent. Et je veux dire, et ça, même ça, ils n'arrivent pas à la mettre. Alors là, dis-moi con, et je m'excuse pour le mot, ça fait peut-être, il faut peut-être pas le mettre, mais bon, c'est du langage propre, il faut être dans le dictionnaire. Oui. Voilà, je veux dire, non, on est des adultes et on est des responsables. C'est ça que je voudrais dire aussi à la collectivité, si certaines personnes ou M. Burkel ou quoi écoutent, on est des responsables, on n'est pas des irresponsables. On est bien conscient de ce qu'on fait. C'est qu'une discussion entre adultes, entre représentants du personnel. Il y a eu des élections professionnelles. On est des élus comme eux. Ils sont des élus des citoyens. Nous, on est des élus des personnels. On représente plus de 70% des catégories C de la collectivité. Alors, voilà, et ça, ils ne le respectent même pas à aujourd'hui. Marie-Jo, répondre à cette question. Oui. Ben, disons que nous, ce qu'on attend, c'est que le président prenne en compte la situation des personnels et qu'il le mesure bien. Le président Rotner est quand même un homme de communication, ou tout au moins il s'affiche sur tous les plateaux télévisés comme étant un homme de communication. Il s'affiche comme étant quelqu'un de bon sens, empathique envers les salariés d'une façon générale. Donc nous considérons que, étant les salariés de la collectivité, ben, les salariés de la collectivité ont également le droit de bénéficier de l'empathie de leur patron, de leur employeur, qui est donc de M. Rotner. Et la démonstration publique d'être volontaire, il faut aussi qu'elle apparaisse à l'interne de la collectivité. Il faut qu'on retrouve les messages que le président envoie dans les médias, il faut qu'on les retrouve aussi dans la réalité du terrain des personnels de la collectivité du Conseil régional Grand Est. Voilà, on peut pas. Alors, moi j'écoute, je suis des plateaux télé du président, et chaque fois que je sais qu'il va passer, j'écoute et si je ne savais pas, si je n'étais pas dans la collectivité, je me dirais bah c'est super, c'est très bien tout ça. Mais après, faut que les actes rejoignent les paroles au réel. Et comme disait Jacques, la réalité du terrain, elle n'est pas conforme aux propos que peut tenir le président dans les différents médias. Et je trouve ça dommage, même plus dommage pour lui que pour moi quelque part. Hein. Mais je veux dire, à un moment, les personnels ont quand même besoin de se savoir soutenus aussi par leur employeur, y compris le président du conseil régional, dans notre cas. Et ensuite, il y a quand même aussi par rapport à l'opinion publique. Vous croyez que les gamins, nos lycéens, ils ne se rendent pas compte qu'on a des personnels qui souffrent?
quand un lycéen voit deux dames qui sont en train de lui remplir son assiette et qu'elles ont les larmes aux yeux, vous croyez que le gamin à 17 ans, il voit pas ça? Je veux dire, on a une image aussi le président a aussi une image à donner à travers les personnels, surtout pour les personnels qui sont face à du public. Nos collègues, et parce qu'il n'est pas rare, et Jacques le disait précédemment, d'avoir des collègues qui pleurent, qui sont au travail et qui pleurent. Eh ben oui, ça arrive, il y a des gens en souffrance parce que, le travail est dur, deux, elles ne sont pas toujours respectées parce qu'il ne faut pas oublier que les collègues sont pas très respectés. Et enfin, pour l'opinion publique, ben, on a des familles, on a des élèves qui, eux, se rendent compte parce que parfois on est interpellé. Enfin, moi, je sais que je suis en relation avec les associations de parents d'élèves et il y a beaucoup de questionnements chez les parents d'élèves. Parce que les gamins remontent des informations, ils voient ce qui se passe dans les établissements aussi. Donc, ils voient l'état des troupes, parce que l'état des troupes est vraiment au plus mauvais actuellement. Donc, et on peut pas je veux dire, c'est des collègues qui au quotidien sont en présentiel sur leur lieu de travail et rencontrent les difficultés et gèrent le quotidien. Parce que faut quand même savoir que sans les agents, il n'y a pas un établissement qui tourne. Il n'y a aucun établissement scolaire qui peut tourner sans les agents. Il faut le savoir, hein, quand même. Et ça, le public, je pense que les parents et les familles le savent, et les élèves également. Donc c'est important. Nous, on attend quand même que le président euh, porte un peu plus d'intérêt à ses propres personnels, à ces 7000 personnes, hein, qui travaillent quand même au Conseil régional Grand Est et qui s'en préoccupent vraiment. Et pas seulement des paroles, de belles paroles. Ok. Bah, pour ma part, je pense qu'on est sur sur les mêmes attentes de la part de qui vous avez cité. Donc, pour reprendre, effectivement, je vais dans l'ordre peut-être aussi de Jacques, c'est-à-dire que ça soit le président ou par rapport à l'opinion publique. Le président, effectivement, il y a un moment donné, il faut qu'il réponde présent. Il faut qu'il discute avec nous. Voilà, il faut qu'on ait au moins un échange avec lui pour lui dire les choses. Et c'est vrai que dans son attitude aujourd'hui, ce qu'on détecte, c'est qu'il y a un beau discours dans les médias vis-à-vis de l'opinion publique et certainement des actes. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a du soutien aux usagers, du soutien aux acteurs économiques vu la période, mais il en est tout autre vis-à-vis de ces agents. Quoi. Oui, c'est ça. Des gens ne nous accueillant pas et en essayant pas de dialoguer avec nous pour qu'on lui explique la situation. Donc on est en forte attente à ce qu'il nous rencontre précisément. Par rapport à l'opinion publique, bah, par la force des choses, je crois que tu l'as dit, Marie-Jo aussi, moi je dirais avec d'autres mots aussi, c'est la qualité du service public, c'est-à-dire qu'elle se dégrade de manière croissante, on l'a dit, mais de manière pragmatique, c'est la difficulté pour les agents de rendre leur mission dans dans les lycées, mais y compris en télétravail, y compris pour les administratifs. C'est une vraie difficulté qu'on découvrira peut-être a posteriori pour les administratifs qui sont en télétravail, Oui. mais on le voit pour les lycées, c'est une vraie difficulté. Euh, et là-dessus, sur l'idée de. Alors, je ne sais plus le terme que tu as utilisé, Marie-Jo, mais c'est ils sont dans le bas ou ils sont dans le. Je ne sais plus le terme que tu as utilisé, mais effectivement, Dans le jus, c'est dans le jus, ouais, je Oui. crois que c'est dans le jus. Voilà, merci. Moi, je pense qu'il y a quelques endroits quand même confinés qui sont importants quand même à mettre en évidence dans les établissements, pour ceux qui travaillent en contact direct. C'est effectivement les cantines, mettre tous les gamins ensemble. Là, l'État ne bouge pas et Jean Rotner reste à la merci ou reste, voilà, ne bouge pas devant les décisions non prises de gouvernement par rapport à la situation de ces usagers qui sont dans les cantines ou dans les lieux où ils sont confinés. Je pense qu'on aurait eu notre mot à dire. Et tu l'as dit, Jacques, CHSCT, on peut pas faire grand-chose. Donc voilà, donc s'il y avait un mot à dire dans ce cadre-là, pour la CGT, je l'ai dit. Et je terminerai pour les agents. Je pense que on a une vraie difficulté de communiquer. On essaye par tous les bouts de champ de le faire, sur le terrain, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'on peut faire ensemble, les vidéos, les mails, etc. On a une vraie difficulté, mais si la majorité des agents nous entendent, par nos canaux de communication aujourd'hui, on a véritablement besoin de leur soutien. Ils nous l'ont montré dans la signature des pétitions, mais on aura encore besoin de leur soutien dans les jours à venir, dans les semaines à venir, parce qu'on a décidé de ne pas lâcher cette affaire. On a décidé de ne pas lâcher cette affaire,
Et c'est pas pour rien qu'on se voit toutes les semaines. Encore ce matin, on s'est vu pour préparer notre journée du Ben, c'est 22. dans leur intérêt aux agents, hein. Ouais. C'est pour l'intérêt des agents qu'on Oui. se bat, hein. Voilà. Et si on mène pas cette bagarre, qui va la mener? Mm. Hein, je veux dire, il y a la FSU, la CGT et FO aujourd'hui. On devrait être 6 organisations syndicales autour de la table aujourd'hui, ici. Et, et je trouve que c'est bien dommage. Oui. C'est bien dommage. Qu'on ne soit pas tous les 6 autour de la table. C'est incroyable. Oui, c'est l'intérêt des agents et du service public. Et on peut regretter qu'on n'ait pas un coup de téléphone, hein, parce qu'on a quand même fait un minimum, à un moment donné, au moins le minimum, pour essayer de ramener vers nous un certain nombre d'organisations syndicales dans le début de notre intersyndicale. Et on voit les discours tenus quand on est absent Parce dans qu'il les procès-verbaux. pardon, excuse-moi Pascal, Oui. il suffit pas d'envoyer des mails aux agents de la collectivité, on a obtenu ça, on a obtenu ça, on a tout obtenu, on a obtenu quoi aujourd'hui? Oui. Ils disent pas qu'ils ont obtenu les conditions de travail qui se passent dans les lycées, Mhm. les réorganisations à tir-larigot au niveau du siège, Oui. les changements de poste pour attirer du service ou des choses comme Et ça. encore, là, on n'en voit que la moitié sur les je veux dire. sites administratifs. Oui, oui. Le retour en présentiel va être douloureux. Oui, tout à fait. Maintenant, si c'est d'aller dans les groupes de travail, et puis d'écouter, et puis de changer la virgule du truc, ici ils sont contents, c'est vraiment dommage. Et on devrait, pour moi, et je terminerai là-dessus, Oui. les 6 organisations de la collectivité devraient être autour de la table ici, aujourd'hui. Parce que ça me paraît tellement évident. Mais bon, c'est comme ça. Et même et je crois que même toi tu l'as dit, ou Marie-Jo l'a dit, je veux dire, même si on devait être seul au début de Oui, tout à l'intersyndicale, fait. on irait, On parce que irait. c'était tellement évident, quoi. Et on n'est pas, on se fait pas plaisir à être en opposition avec la collectivité, avec le patron, etc. C'est pas le but du jeu. Non, c'est vraiment ce qui se passe à l'évalu. Je pense que On préfère que ça fonctionne bien. voilà, les collègues qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, je veux dire, ils disent ouais, il y avait ça, il y a des histoires, on en a de toutes sortes, et il se passe des choses incroyables dans les lycées aujourd'hui. Écoutez, merci. On va se remercier de manière commune. Et puis en espérant qu'on puisse faire la prochaine vidéo avec un minimum de résultats, qu'on ait une réponse à nos attentes. Mais on y croit, moi j'y voilà. crois, il y en arrivera. Et voilà. Voilà, merci de nous avoir regardés. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.